4000 ans en 4 pages. L'histoire des mathématiques se confond avec l'histoire de l'humanité. Nous ne faisons ici qu'évoquer quelques points de repère. Leur survol rapide devrait permettre au lecteur de se constituer un cadre de référence schématique concernant l'apparition et le développement des concepts mathématiques. D'abord, il y avait le Babylone, l'Égypte et la Chine. Sur les tablettes d'argile découvertes en Mésopotamie, on trouve déjà des problèmes de mesure et des tables de multiplication, en particulier sur celles datant du règne de Hammurabi, 1793 jusqu'à 1750 avant Jésus-Christ. Sous l'empire de Nabucodonosor II, 605-562 avant Jésus-Christ, on sait résoudre certaines équations et calculer les sommets de certaines séries de nombres, entières consécutives ou carrés d'entiers consécutifs. Le papyrus égyptien de 1650 avant Jésus-Christ jusqu'à vers 330 avant Jésus-Christ traite de problèmes pratiques, parfois compliqués, comme le calcul de la pente des côtés d'une pyramide permettant d'atteindre une hauteur donnée au sommet. Les connaissances mathématiques chinoises sont difficiles à dater. En effet, en 213 avant Jésus-Christ, le premier empereur de la dynastie Qin, celui qui entreprit la construction de la Grande Muraille, ordonna de brûler tous les livres antérieurs. Ainsi s'est perdu le I Ching, livre des mutations, attribué à Confucius, 551 jusqu'à 479 avant Jésus-Christ, et l'original de l'art mathématique en 9 sections où l'on découvrait des illustrations du théorème de Pythagore. Le monde grec. Le premier mathématicien dont on connaisse le nom est Thalès de Milet, 6e siècle avant Jésus-Christ. À partir de lui, sur les rives de la Méditerranée, on cherche à découvrir et énoncer les lois cohérentes qui pourraient expliquer le monde. Et les règles de ce discours, que l'on voulait rationnel, engendrent celles du raisonnement et de la pensée logique. Pythagore de Samos, Hippocrate de Chios, Théodore de Cyrène, Archytas de Tarente préparent l'école de Platon, où Eudoxe de Cnide jette les bases des éléments d'Euclide. Puis Euclide, 300 avant Jésus-Christ, jusqu'à Hypatie, 415 après Jésus-Christ, Alexandrie est le passage obligé de tous les grands scientifiques. Archimède y établit les bases de l'analyse avant de revenir à Syracuse. Ératosthène et Ptolémée celles de l'astronomie et de la géographie. Diophante celles de l'arithmétique. Et on arrive à la civilisation arabe. Lien géographique entre l'Orient et l'Occident, les mathématiciens arabes introduisent les chiffres hindous et l'usage du zéro. Lien aussi entre le passé et l'avenir, il assure du 9e au 13e siècle la transmission des mathématiques du monde grec aux marchands et aux calculateurs du Moyen Âge. Ce sont eux qui font faire à l'algèbre et à la trigonométrie leur premier progrès décisif. Les connaissances diffusées par les mathématiciens arabes se répandent en Europe, à travers les grands centres de culture espagnols et le commerce des grands ports italiens. C'est ainsi que Fibonacci, au XIIIe siècle, amène en Italie le livre de la Bac. Le Moyen Âge et la Renaissance. Les éléments d'Euclide sont traduits et édités. La science des nombres et des opérations est étudiée.
des notations arithmétiques et algébriques commodes sont adoptées. Signes opératoires, Wittmann, Record, numération décimale à virgule, Slevin, usage de lettres pour désigner des quantités connues ou inconnues, Viette. Vous avez ici la première apparition du signe égal dans un livre de Record, 1557. Les peintres et les mathématiciens de la Renaissance inventent la perspective et développent les techniques du dessin géométrique à la règle et au compas. La perspective, selon Albrecht Dürer, le livre s'appelait en français « Directive pour la mesure avec compas et équerre des lignes, des plans et de corps entiers », 1525, date d'apparition. Les algébristes italiens, Tartaglia, Cardan, Bombelli, apprennent à résoudre des équations du troisième degré en introduisant des nombres qui ne sont plus des quantités, mais des intermédiaires et des outils de calcul, et que Descartes appellera des nombres imaginaires. Vous avez ici la première édition imprimée des éléments d'Euclide, 1482. Le XVIIe siècle, cependant, l'astronomie et la pratique des grands voyages obligent à la fois à des calculs précis et compliqués et à l'élaboration de théories et de méthodes nouvelles. Neper invente les tables de logarithmes. Kepler fabrique les siennes et montre comment des observations locales peuvent permettre d'énoncer des lois générales. Galilée réintroduit la rationalité grecque et montre à ses élèves, Cavalieri et Torricelli, la voie du raisonnement par les indivisibles. L'idée que les surfaces puissent être engendrées par la juxtaposition des lignes, de la même façon que les lignes sont engendrées par la juxtaposition des points, ou les volumes eux-mêmes par la juxtaposition des surfaces, permet le calcul des aires et des volumes, courbes, d'une manière beaucoup plus simple et générale que ne le permettaient pas les méthodes issues d'Euclide et d'Archimède. Descartes et Fermat ouvrent une voie féconde en résolvant quantité de problèmes par l'analyse et le calcul. On s'aperçoit alors que deux problèmes apparemment très différents trouvent leur solution dans le même cadre. D'une part, le problème des tangentes, important en mécanique et en géométrie. Comment tracer en un point la tangente à une courbe? D'autre part, le problème des quadratures, déjà posé par l'Archimède, et utile pour mesurer des poids et déterminer les centres de gravité. Quelle est la mesure de la surface limitée par une ligne courbe? Le calcul différentiel et intégral, inventé par Newton et Leibniz, résout simultanément ces deux problèmes. L'un y est à l'autre ce que la soustraction est à l'addition. Le siècle de l'encyclopédie. Le développement foudroyant de cette analyse permet au XVIIIe siècle de résoudre les problèmes urgents que posaient les progrès de la technique, la navigation et le repérage dans le temps et l'espace, la mesure de la Terre et la géographie, la mécanique, l'optique et leurs machines, la démographie, les épidémies et la mise en place des assurances font naître le calcul des probabilités. Le contrôle des processus naturels ou économiques réclame des outils au calcul algébrique et fonctionnel. Dans ce façonnement, Euler, en explicitant le lien entre la trigonométrie et les logarithmes, jette les bases d'une compréhension unifiée des concepts de l'analyse.
et l'encyclopédie tente d'éclairer l'honnête homme, en montrant et en expliquant les objets et les concepts élaborés par ce siècle des Lumières. Le renouveau de la géométrie. Durant les XVIIe et XVIIIe siècles, la puissance et le succès des méthodes analytiques avaient fait passer au second plan les questions de géométrie synthétique, héritière des éléments d'Euclide. Le début du XIXe siècle voit le renouveau de la géométrie. Avec Monge se trouvent réglés les problèmes techniques de représentation par la géométrie descriptive et de calcul par la géométrie analytique. Avec Poncelet, les connaissances des argues et des peintres de la Renaissance sont placées dans le cadre théorique nouveau de la géométrie projective. Cette explosion des géométries trouve son apothéose dans l'apparition des géométries non euclidiennes, Lobachevsky, Bolyai, fondées sur la négation du cinquième postulat d'Euclide, qui dit que par un point extérieur à une droite, on peut mener une et une seule parallèle à cette droite. Pour la première fois, on se trouve obligé de dissocier le sens commun avec sa puissance de conviction et le déroulement logique d'une théorie avec sa cohérence interne. Parallèlement, on voit se développer le calcul linéaire sur des multiplicités de points et de nombres. Cette extension de la notion de calcul débouchera sur le calcul vectoriel et sur la considération d'espaces à plus de 3 dimensions, à l'intérieur desquelles on commence à s'intéresser aux formes prises par certains des objets qui les habitent. De Gauss à Riemann, la théorie des surfaces devient ainsi à la fois algébrique, analytique et topologique. La redéfinition des fondements. Plutôt effacée le siècle précédent, l'école mathématique anglaise développe l'algèbre symbolique entre 1830 et 1860. Peacock, Möbius, Grassmann, Hamilton, Cayley, et jette les bases de la logique moderne de Morgan Boyle. Avec l'apparition des géométries non euclidiennes et la magistrale synthèse de Riemann, les piliers de la refondation des mathématiques sont installés. Felix Klein précise la notion de groupe de transformation en insistant sur l'idée qu'une géométrie est définie essentiellement par des transformations et non par des objets sur lesquels elle opère. Prenons appui sur le nouveau sens pris par les concepts mathématiques. Poincaré montre magnifiquement comment on peut travailler tout ensemble la géométrie, l'algèbre et l'analyse afin de développer les nouvelles applications que réclament les modèles physiques. Sur un plan plus théorique, Peano, le premier, place l'arithmétique à la base d'un exposé complètement formel des mathématiques. L'algèbre, en cette période très féconde de redéfinition de l'objet et des objets des mathématiques, deux génies malheureusement morts très jeunes, Abel et Galois, résolvent l'un des plus vieux problèmes de l'algèbre, la résolubilité des équations par radicaux, en mettant en avant des concepts, comme celui de groupe de permutations, qui vont se révéler fondamentaux. Et puis l'analyse, du côté de l'analyse, les fondements commencent à se dégager, grâce aux efforts de Cauchy et de Bolzano
entre autres, pour définir avec précision ce qui peut se cacher sous le nom de fonction, limite, continuité, dérivée, intégrale. Enfin, vers 1865, Weierstrass définit parfaitement la notion de limite et l'on parvient à donner de bonnes définitions des mots courbe, surface, fonction. Jordan Peano Darboux. Cantor et Dedekind réussissent à dire ce que peut être vraiment un nombre. On démontre alors seulement en 1882 que le nombre pi ne peut pas être solution d'une équation algébrique à coefficient rationnel. Finalement, après les mises en point de Hilbert à la fin du XIXe siècle et son axiomatisation complète de la géométrie euclidienne, la voie sera ouverte aux rebâtisseurs des fondements à partir de la théorie des ensembles, Zermelo et Frenkel. Une fois comprise la mécanique du système dialectique formalisme-intuition, les mathématiciens du XXe siècle peuvent alors se poser de nouveaux problèmes et répondre à de nouvelles questions. Et voilà, 4000 ans en 16 minutes.